Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Quelle solution pour une sortie de crise au Sud-Soudan? Les pourparlers entre les belligérants se poursuivent en Éthiopie. Aucun accord n'a pour l'heure été conclu. La Guinée en état d'alerte sanitaire. Les autorités craignent la propagation de l'épidémie Ebola. Néanmoins, les frontières n'ont pas été fermées. Et puis dans la banlieue de Nairobi au Kenya, un orphelinat pour éléphants a accueilli la 3e édition de la Journée mondiale de l'éléphant, un événement créé en août 2012. Le gouvernement sud-soudanais fait pression sur les rebelles. Si l'accord autour d'un cessez-le-feu est à l'ordre du jour, les nouvelles revendications des rebelles fidèles à l'ancien vice-président Riek Machar compromettent une issue positive. Charles de Jouvenel. Les pourparlers bilatéraux dans le cadre d'un cessez-le-feu au Sud-Soudan vont se poursuivre ce mardi dans la capitale éthiopienne Addis Abeba, selon les déclarations du gouvernement sud-soudanais. Les négociations entre les deux parties en conflit ont repris le 4 août à Addis Abeba, mais elles se trouvent en l'état dans une impasse. De fait, les deux parties n'ont toujours pas réussi à parvenir à un accord. Il n'y a aucun moyen pour nous d'enclencher la pleine application de la cessation des hostilités si un accord n'est pas signé. C'est pourquoi nous faisons pression sur les rebelles, afin que nous signions cet accord, parce qu'il nous donnera la feuille de route pour mettre en place un cessez-le-feu. Si les représentants du gouvernement sud-soudanais ont déclaré que la signature de cet accord était à l'ordre du jour, de nombreux obstacles persistent. Ainsi, les rebelles ont exigé le retrait des forces étrangères présentes sur le territoire sud-soudanais comme condition préalable à la signature de l'accord. Si l'accord était resté fidèle à ce que les deux parties avaient convenu, nous aurions signé. Mais les rebelles sont venus avec une position différente, exigeant le retrait des forces étrangères du Sud-Soudan. Un obstacle que les deux parties devront rapidement essayer de surmonter. En effet, les affrontements entre l'armée fidèle au président Salva Kiir et les milices dirigées par l'ancien vice-président Riek Machar se poursuivent depuis décembre 2013. La communauté internationale a récemment exhorté les deux parties à parvenir à un consensus autour d'un cessez-le-feu rapidement afin de mettre fin aux souffrances des populations déplacées. En Libye, nouveau mode d'élection du président de la République. Le Parlement a approuvé qu'il soit élu au suffrage universel direct. Ce mardi, 141 membres de la Chambre des représentants se sont prononcés en faveur de ce projet de loi. Aucune date n'a encore été fixée pour la prochaine élection présidentielle. L'état d'urgence sanitaire décrété en Guinée. L'annonce a été faite ce lundi à Conakry par le président Alpha Condé. En cause la propagation du virus Ebola qui a déjà fait plus de 1000 victimes. Des points de contrôle pour filtrer le mouvement des populations qui passent par le territoire guinéen ont été mis en place. Pour le chef de l'État, ces mesures ne comprennent pas la réduction de la liberté des individus. Écoutons ces propos recueillis par Mohamed Lamine Solano, notre correspondant sur place. Nous n'avons pas fermé les frontières. Maintenant, il y a un malentendu dans les mots. Quand on dit état d'urgence, vous savez bien ce que ça veut dire. État d'urgence, c'est une disposition qui limite les libertés des gens. En réalité, il s'agit d'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire toutes les mesures qu'il faut pour renforcer l'aspect sanitaire. Que systématiquement, les médecins, tout le corps médical, que ce soit les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, prennent systématiquement l'habitude, tant qu'on n'a pas fini complètement l'Ebola dans les 3 pays, d'avoir systématiquement les gants et ensuite de se laver les mains avant d'aller avec un autre malade. Donc, il ne s'agit pas de fermer les frontières, il ne s'agit pas de faire l'état d'urgence. L'état d'urgence a une connotation militaire et ça n'a aucun intérêt. Maintenant, évidemment, chaque État est libre de prendre les mesures qu'il veut. Mais l'OMS a toujours déconseillé de fermer les écoles et même, ils ont déconseillé que les États limite les voyages. Donc nous, on n'a pas à prendre l'état d'urgence, mais c'est l'état d'urgence médical. Dans le reste de l'actualité, au Mozambique, accord de paix entre pouvoir et opposition. Il a été conclu ce lundi entre le gouvernement et la Renamo. La réintégration des combattants d'opposition dans les forces gouvernementales doit être actée par une loi. Le texte qui sera discuté ce mercredi au Parlement devrait permettre d'assainir le climat politique à l'approche du scrutin présidentiel d'octobre prochain. Modernisation du secteur des transports à Dakar. Désormais, toutes les liaisons interurbaines se feront depuis la gare des Beaux-Maraîchers. Mais certains usagers se plaignent déjà du nouveau mode de gestion et d'administration qui sera expérimenté. Un reportage de Djibril Fofana, notre correspondant au Sénégal. Avec 12 hectares de superficie, la nouvelle gare des Beaux-Maraîchers est l'une des plus grandes d'Afrique de l'Ouest. Ce joyau d'un coût total de 7,5 milliards de francs CFA marque une étape importante vers la modernisation du transport interurbain au Sénégal. L'agglomération dakaroise comptait plusieurs gares routières disséminées dans la ville. Des gares caractérisées par une certaine inorganisation où régnait l'insécurité.
Le transfert des activités des gardes-pompiers Koloban et Petersen sur cette nouvelle plateforme marque le point de départ d'une réorganisation complète du secteur du transport routier au Sénégal. L'une des ambitions de l'État du Sénégal, c'est de moderniser le secteur des transports, c'est de le rendre performant et de manière durable. C'est ça toute l'importance donc, de cette gare des Baux Maraîchers. Alors ici, donc, vous avez le transport interurbain, mais également vous avez le transport sous-régional. Évidemment, l'urbain n'est pas en reste. La nouvelle gare routière des Baux Maraîchers est située à Pikine, dans la banlieue dakaroise. Déjà, toute une économie sociale se structure autour de l'infrastructure. Les habitants de Pikine y voient une opportunité d'emploi. Je suis très content de l'implantation de la gare routière ici à Pikine. Je suis un citoyen de la banlieue et l'implantation de cette gare routière ici permet aux jeunes gens de trouver du travail, car nous n'avons plus besoin de nous déplacer jusqu'au centre-ville. S'il est vrai que cette nouvelle infrastructure répond aux normes internationales, il n'en demeure pas moins que certains désapprouvent son mode d'administration. En effet, la gestion de la gare a été confiée à un prestataire privé dont les termes exacts du cahier de charges ne semblent pas encore bien définis et compris par les transporteurs. Ce que nous déplorons, c'est qu'on a confié la gestion de la nouvelle gare à un seul opérateur privé. Or, ce n'était pas le cas auparavant. On aurait dû nous réunir avec les responsables de transport pour établir un terrain d'entente entre les transporteurs et cet opérateur privé. En attendant que tous ces dysfonctionnements soient réglés, c'est déjà la grande affluence à la gare des Baux Maraîchers. Une infrastructure aux normes internationales dont la pérennité, selon ses promoteurs, sera tributaire de la modernisation du parc automobile et de l'abandon de certaines pratiques informelles. L'orphelinat des éléphants de Nairobi au Kenya accueille plus de 150 éléphantos orphelins. Par des actions de sensibilisation, la directrice de l'établissement entend lutter contre le braconnage qui, ces dernières années, connaît une hausse en Afrique subsaharienne. En effet, chaque année, 35 000 pachydermes disparaissent sur le continent. Charles de Jouvenel. En Afrique, les grands animaux sauvages continuent de subir le braconnage. C'est dans ce contexte que se tient, à l'orphelinat pour éléphants David Sheldrick, dans la banlieue de Nairobi, la 3e édition de la Journée mondiale de l'éléphant. Cette initiative a été créée afin de sensibiliser l'opinion publique sur le sort réservé aux pachydermes. Ainsi, sur le continent africain, environ 100 éléphants sont tués chaque jour pour le commerce illégal d'espèces sauvages. Nous perdons chaque année environ 35 000 éléphants en Afrique. À ce rythme-là, il y en aura plus dans 10 ans. Mais vous ne pouvez pas juste prendre les statistiques en considération. Les éléphants sont des individus et vivent en famille. Les braconniers visent les adultes et ceux-ci sont des animaux d'une grande longévité. Ils peuvent vivre jusqu'à 80 ans. Si nous tuons les adultes, nous tuons les connaissances tirées de l'expérience et il ne restera plus que des groupes de jeunes livrés à eux-mêmes. Un point critique a récemment été atteint. On estime désormais que le nombre d'animaux tués dépasse maintenant le taux de croissance naturelle de l'éléphant. En janvier dernier, un tribunal kényan a condamné un homme d'affaires chinois pour contrebande d'ivoire. Un jugement rendu possible par une récente loi anti-braconnage. Un cas de figure qui en appelle d'autres. Nous devons faire des efforts tous ensemble pour mettre fin au braconnage, car le tribut payé est trop important. Actuellement en Afrique, un éléphant meurt toutes les 15 minutes, ce qui nous permet d'anticiper le fait que bientôt il n'y en aura plus. Je crois que dans 10, peut-être 15 ans maximum, il n'y en aura plus si le rythme actuel est maintenu. En 1979, le nombre d'éléphants en Afrique était estimé à 1,3 million. 10 ans plus tard, il n'était déjà plus que 600 000. Une interdiction internationale avait alors ralenti temporairement le braconnage, mais le nombre de pachydermes présents sur le continent africain continue malgré tout de baisser chaque année. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.